15h33 sur Équipe Auto TV, bienvenue dans ce dernier grand débat consacré aux carrossiers et à la révolution digitale que vous subissez, vous les carrossiers, un sujet extrêmement important et un sujet du présent et aussi de l'avenir. Alors, que se passe-t-il? Qu'entend-on par la digitalisation dans le métier de carrossier? La digitalisation de tous les processus de flux d'informations qui transitent par l'atelier jusque vers l'expert, l'assureur, ça c'est en amont, et en aval vers le client, vers l'assuré. C'est cela, la révolution digitale. Alors avec nous pour en parler sur ce plateau, Caroline Brun, vous êtes directrice générale GT Motive France. Bonjour, bienvenue. À côté de vous, Olivier Lachaise, directeur général réseau Axial et Best Repair. Bienvenue, bonjour. À côté de vous, Fabien Guimard, vous êtes directeur des réseaux de réparation chez Autodistribution. Et de l'autre côté du plateau, nous sommes avec Héloïse Le Goff, rédactrice en chef adjointe l'Argus de l'assurance. Bonjour. Bienvenue. À côté de vous, Stéphane Montagne, responsable de l'activité carrosserie Autodistribution. C'est pas seulement les carrossiers, c'est aussi une partie de l'activité peinture. Ça ne sera pas le sujet du jour. Et enfin, Angelo Maïda, président de l'Accour Service. Bonjour. Bonjour et bienvenue parmi nous. Alors, je voudrais, mesdames, messieurs, tout de suite qu'on fasse un petit portrait du métier de carrossier aujourd'hui, de son évolution, parce que c'est un métier où on avait des artisans il y a bien longtemps, ils le sont restés, mais ils sont vraiment devenus des chefs d'entreprise. Fabien Guimard, je vous donne la parole en premier. Un métier en plein bouleversement et très rapide. Je crois que vous l'avez bien résumé, Emmanuel. J'en dis trop, c'est toujours pareil. C'est un métier de chef d'entreprise. Le savoir réparer est important, mais il fait partie finalement du prérequis aujourd'hui. Et tout l'enjeu pour le carrossier, à travers son écosystème et la charge administrative, les différents flux que vous avez évoqués précédemment, c'est d'y associer bien sûr une gestion rigoureuse de son activité et avec une particularité, c'est que le poids du front office a explosé durant ces 10-15 dernières années, et ce qui implique évidemment à trouver des méthodes de rationalisation pour gagner du temps, de l'efficacité et s'occuper encore mieux de ses clients qui ne s'occupent de remplir ces formulaires administratifs. Ce qu'on appelle le front office, c'est, pardon? En fait, l'accueil client, le bureau. L'accueil client, le bureau, a considérablement grandi, mais le back-office aussi, en réalité. Oui, alors une particularité, c'est que en général, les carrossiers ont bien investi en termes de productifs ateliers, et dans ce métier, on parle très souvent d'improductifs dans le bureau et l'accueil client, et en fait nous on prend ce qui n'est pas du tout le cas en réalité. Non, ce sont aussi des productifs, et finalement l'atelier a évolué, et par contre parallèlement on estime que quand il y avait une personne à l'accueil pour accueillir les clients, on embauchait 2 personnes dans l'atelier supplémentaire, on a toujours une personne à l'accueil. Toujours une personne à l'accueil pour faire des activités pour remplir finalement des tâches beaucoup plus importantes, administratives en particulier. Olivier Lachaise, on vous passe la parole. Comment qualifieriez-vous le métier de carrossier aujourd'hui? Le métier de carrossier, il évolue à tous les stades, parce que ça se passe aussi dans l'atelier, les évolutions. Il n'y a pas que le chef d'entreprise qui doit évoluer. Le chef d'entreprise, maintenant, il doit faire appel à une connaissance et une compétence beaucoup plus large, puisqu'on parle aussi de la digitalisation. Donc, il faut aborder rapprochez bien le micro, cette connaissance. Je rapproche les micros. Même nous, on doit changer de... On est à l'ère des flux d'informations passent aussi par un micro aujourd'hui. Absolument, absolument. Ça n'a pas changé, ça. Non, mais un chef d'entreprise aujourd'hui, même dans son recrutement, si je fais un vieux clin d'œil, c'est son épouse qui était à l'accueil. Aujourd'hui, il doit prendre des gens qui sont qualifiés pour appréhender la digitalisation. Les logiciels, les applications sont de plus en plus techniques et réclament des compétences qui sont complètement nouvelles. Et elles doivent, ces logiciels et ces applications descendent même dans l'atelier. La gestion de planning, la gestion du poste peinture appellent à des qualités qui sont complètement autre qu'un savoir-faire d'artisan. Il y a de la gestion qui rentre en ligne de compte. Donc oui, le carrossier évolue dans ses compétences et sa qualification. On trouve d'ailleurs, pour finir, des gens qui viennent d'ailleurs aujourd'hui, qui s'adaptent tout à fait au monde de la carrosserie. Et les investisseurs, bien souvent, sont les chefs d'entreprise avisés aujourd'hui. Stéphane Montagne, chez Autodistribution, vous connaissez le réseau carrosserie AD depuis les années 90. Vous avez grandi en même temps que le réseau des carrossiers AD. Ce métier a fondamentalement changé. Quand on parle de digitalisation aujourd'hui, est-ce que la digitalisation est rentrée jusque dans le business de l'ensemble des collaborateurs, y compris les productifs à l'atelier?
Après, tout dépend. Le terme digitalisation. De quoi parle-t-on ? Ce qu'on entend autour de la digitalisation. Dites-nous. Pour ma part, je trouve que la digitalisation n'a pas encore intégré réellement une entreprise de carrosserie. Donc, c'est-à-dire que la relation avec l'assuré, si on prend la relation avec l'assuré, aujourd'hui, on n'est qu'aux prémices de cette ère de la digitalisation. Après, il y a des outils informatiques, comme ça a été souligné, qui aujourd'hui ont une part prépondérante dans la gestion d'une entreprise. Donc ça part des outils de gestion, des outils de chiffrage, donc la maîtrise, et une maîtrise exacerbée avec des évolutions classiques et logiques de tous ces outils. Oui. On a vu l'expertise à distance, mais néanmoins la digitalisation au sens où je m'adresse à mon client par exemple. Où je m'adresse, on n'est qu'aux prémices. Les transferts de charges ont déjà eu lieu, mais c'est en amont. Exactement. Quand on parle de transfert des charges qui ont eu lieu en amont, c'est vers qui exactement, pour être précis? Les experts, les assureurs? Enfin, en provenance des experts, des assureurs? Après, les transferts de charges, elles ont eu du bon. Je ne vais pas refaire l'histoire de la oui, bien sûr, non, on est là pour énoncer des faits. A permis également, qui était un transfert de charges qui a été compris ainsi au tout début de la mise en place de ces outils. Mais finalement, on apporte une meilleure qualité de service, un meilleur délai d'immobilisation et on fluidifie aussi toute l'organisation autour de la gestion de la réparation. Ça a contribué à professionnaliser le métier de carrossier. Donc forcément, au départ, c'est vécu comme des contraintes et après, on intègre tous ces outils dans le cadre d'un processus qui évolue comme dans chacun des secteurs d'activité. Alors, on a cité les outils de gestion et les outils de chiffrage. Donc, on va vous donner la parole. On commence avec vous, Angelo Maida. Puisque la Cour propose à la fois des outils de gestion et un outil de chiffrage qui s'appelle DIVA. Oui, alors on a cette particularité sur le marché... Après, on donnera la parole évidemment à Caroline Brun. On a cette particularité sur le marché de développer deux types d'outils, les outils de gestion, ce qu'on appelle les DMS, qui sont devenus aujourd'hui vraiment le pivot central de l'organisation d'un atelier de réparation. Oui. Le DMS, c'est le système qui va compiler toutes les informations, qui va compiler les rendez-vous, qui va compiler la production atelier, qui va compiler le chiffrage. Et c'est le point de départ justement de la digitalisation. C'est-à-dire que si l'information elle est compilée dans un système, c'est bien dans le DMS. Donc la digitalisation de l'atelier de carrosserie, il est étroitement lié au système d'information du réparateur. À côté de ces outils de gestion, à côté des DMS, ce sont les outils de chiffrage. Alors les outils de chiffrage, vous connaissez leurs fonctions. L'outil de chiffrage, ce sont des systèmes qui permettent de valoriser les frais de remise en état. À partir de ces outils de chiffrage, dans le mouvement, on va dire, standard, on se met d'accord avec un expert sur le montant de la réparation, on valide, on commande les pièces. Donc l'outil de chiffrage, il est déterminant. Il est déterminant parce qu'il doit se faire rapidement, le chiffrage, pour réduire le temps de cycle. Oui, mais alors ça, c'est votre expertise, c'est de procurer des outils qui donnent instantanément et de manière ergonomique la bonne réponse. Voilà, alors l'outil de chiffrage, c'est une des briques de l'organisation de l'atelier de réparation qui peut à un moment intervenir dans l'évolution de la digitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'utilise d'une certaine manière, il se peut que demain, on utilise l'outil de chiffrage de manière différente pour que, justement, certains scénarios qui peuvent être imaginés par les uns et les autres puissent se déployer en parfaite intégration. Voilà. Et on va y venir juste après. Caroline Brun, donc GT Motive, spécialité, le chiffrage, justement. Tout à fait. Donc effectivement, comme le disait Angelo, les outils de chiffrage permettent, dans une partie du process, de mieux collaborer avec l'expert pour valider le devis. Mais on s'aperçoit aussi que l'outil de chiffrage va accompagner le réparateur tout au long du process de réparation. On parlait tout à l'heure des évolutions du métier du réparateur, où effectivement, le réparateur va accueillir le client, diagnostiquer, c'est un expert en fait, du véhicule accidenté. Il doit aussi diagnostiquer le véhicule, proposer le devis, accueillir le client, réceptionner le véhicule. Donc on est en train aussi de faire évoluer de l'outil de chiffrage dans l'évolution aussi du métier du carrossier. Donc ce n'est pas uniquement la partie validation avec l'expert. Oui. Et je rebondis par rapport à ce que disait Stéphane. Effectivement, là où on est en train d'améliorer sur les outils, c'est la partie connectivité, puisque ce qui est important aussi pour un outil, une solution digitale, c'est que c'est l'amélioration des process et fluidifier le process dans la communication entre l'expert, le réparateur et l'assureur. Donc ça, c'est un des gros challenges sur lequel on doit effectivement encore
progresser dans ce sens. Un exemple d'usage de la connectivité du catalogue, de l'outil de chiffrage, pardon. Oui. L'exemple, c'est effectivement déjà la fluidité au travers de l'outil de gestion qui est importante. Et ensuite, c'est tous les échanges en termes de workflow, puisqu'il y a des solutions de workflow qui sont mises en place. De flux d'informations. On reste effectivement bien franco-français. De pouvoir améliorer et partager, je dirais, l'information entre les différents acteurs de la chaîne. Et c'est ce que recherche justement l'assuré, une meilleure traçabilité. Alors, on va venir après, bien sûr, à l'assuré, puisqu'on s'adresse tous, et vous adressez tous à un client final, qui est un assuré. Mais je voudrais qu'on aborde un petit peu le maillon de l'expert. Héloïse Le Goff, rédactrice en chef de l'Argus de l'assurance. Vous les suivez, les experts, et pas seulement dans le monde de l'automobile. Comment évolue cette profession aujourd'hui, puisqu'elle est complètement, finalement, reliée au métier de carrossier? Oui, c'est intéressant ce que disait Caroline. Effectivement, donc c'est un maillon clé de la chaîne de la gestion de sinistres, qui effectivement comporte plusieurs acteurs. Ils subissent, disons que ils vivent la digitalisation effectivement du secteur de l'auto, et hors auto également. Alors, je peux vous faire ça fait même un moment qu'ils vivent cette digitalisation. Ça fait un moment, je dirais que, parce que je pense qu'on va en parler un peu plus tard, au niveau de ce qu'on appelle le self-care aujourd'hui, tous les actes de gestion que l'assuré final peut opérer tout seul. Ne dévoilez pas trop vite les cartouches. On s'attend quand même à une révolution, certainement plus pour 2018, et ça commence à venir. Qu'est-ce qui fait leur concentration aujourd'hui? C'est cette digitalisation de pans entiers de leur activité? Il y a une forme d'industrialisation en fait de la chaîne qui touche de plein fouet les experts, et c'est vrai que les experts de dommages aux biens, donc vraiment hors auto, ont vraiment pris de l'avance en termes de concentration. On compte aujourd'hui, en termes de dommages aux biens, on compte à peu près une dizaine de structures aujourd'hui qui regroupent seulement une dizaine de structures. C'est vraiment des grands groupes très structurés, composés par contre de 3700 experts, et qui gèrent à peu près environ, qui traitent 2 millions de sinistres par an. D'accord. Et qui évaluent 10 milliards d'euros de dommages. En automobile, en parallèle, c'est assez intéressant justement, moi ça m'a frappé, on compte 600 structures aujourd'hui, 3300 experts qui évaluent par contre 3,6 millions de sinistres, et à peu près par contre le même montant de dommages, 10 milliards d'euros, hors corporel. Bien sûr. Répétez-nous le nombre d'experts. 3300 en automobile. 3300 précisément, d'accord. Est-ce qu'on sait dire s'il y a eu une baisse du nombre d'experts? Je ne parle pas de la concentration des cabinets. Ou si on est à peu près stable depuis ces dernières années? Je pense qu'on est légèrement stable. Oui, on est stable. On est à peu près stable, d'accord. Alors c'est important de décrire effectivement ce maillon fondamental qu'est l'expert, parce qu'on va le découvrir après. Dans la digitalisation, on l'utilise ou on l'utilise moins, cet expert. Caroline Brun, on va parler de l'assuré. Pour bien dresser le paysage en entier, j'ai été motive à mener une étude, je crois pour la première fois il y a 2 ans, et c'est la 3e édition. 3 ans, alors j'allais dire c'est la 3e édition cette année, donc on dit à peu près la même chose. Tout à fait. Que dit cette étude sur les attentes de l'assuré en matière d'assurance automobile? Oui, alors effectivement, c'est une étude qu'on avait lancée en Espagne fin 2014, de façon à bien comprendre la perception de l'assuré quant au traitement qu'il a dans la gestion de son sinistre. Cette étude a été très intéressée, a été très pertinente vis-à-vis des assureurs, puisque les assureurs ont contribué à l'évolution de cette étude. Donc c'est une étude qui est faite par type de compagnie d'assurance, par catégorie socio-professionnelle. D'accord. Et ce qui en ressort sur les 3 indicateurs principaux, c'est qu'on s'aperçoit que la satisfaction client est liée directement à la fidélité, et qu'en France, le taux de satisfaction est en augmentation avec un taux de Net Promoter Score. Alors, le Net Promoter Score est un taux qui est mesuré par beaucoup de compagnies, y compris les compagnies d'assurance, qui détectent le pourcentage de promoteurs et de détracteurs. Et ce taux a fortement évolué, puisqu'il est passé de 10% à plus de 33%. Ce qui veut dire que les assureurs, vraiment, la satisfaction est au cœur de leurs préoccupations. Alors les assurés, comment jugent-ils finalement la satisfaction? C'est la satisfaction d'un sinistre qui a été bien appréhendé, bien réparé, avec un véhicule de remplacement disponible quand il fallait. Enfin, il y a finalement toute la chaîne. Il y a le carrossier, il y a l'expert, il y a l'assureur, il y a le parcours client. Alors effectivement, dans l'étude, c'est ce qui ressort. Les assurés sont vraiment demandeurs d'une meilleure traçabilité,
de l'information, notamment au niveau du statut de la réparation. On a fait une étude. Expliquez-nous précisément, il faut absolument qu'on comprenne ça. Exactement. Donc on a fait ressortir notamment, on a posé la question à l'assuré, à quelle étape du sinistre souhaitez-vous utiliser un outil digital? On a séquencé en 4 parties, process, déclaration, qualification, orientation et suivi réparation. Et pour plus de 48%, les assurés veulent avoir une information précise au travers de solutions digitales sur le suivi de la réparation. D'accord. Un troisième indicateur fort, et là nous sommes en tour de table notamment avec ces messieurs les carrossiers, le rôle du réparateur est un acteur clé, comme l'expert notamment dans le cadre de la perte totale, c'est ce qui ressort aussi sur l'étude, mais le réparateur a un rôle clé, notamment eh bien, dans la réception, la réparation et la livraison du véhicule. Et on s'aperçoit pour 94% des cas, c'est l'assuré qui appelle le réparateur et c'est le réparateur qui informe l'assuré que son véhicule est bien livré et bien prêt. Donc là aussi, le réparateur a un impact fort sur la satisfaction notamment de son assurance. On n'oubliera jamais que c'est un commerçant de proximité, le carrossier. Hein. C'est pour ça que le maillage des réseaux est si important. Je voudrais vous faire réagir, messieurs les réseaux de carrossiers, sur ce qui vient d'être dit, en particulier l'attente de solutions digitales. Fabien Guimard, on va vous donner la parole. Caroline Brun évoque le suivi de la réparation. Qu'est-ce que ça vous évoque chez Autodistribution? Alors, ça évoque avant tout le besoin, comme l'a dit Caroline, de tout automobiliste que nous sommes. Lorsqu'on possède une voiture, c'est normal, on a envie d'être informé. Et je trouve ça très très bien dans la relation client, nous trouvons ça très bien dans l'amélioration. Attendez, soyons de la qualité. clairs, aujourd'hui un client, je vous interromps, il amène sa voiture, il a eu un accident, il est stressé, c'est logique, c'est même pire que d'aller chez le dentiste. On est complètement clair. À partir de là, sa voiture, elle disparaît dans un atelier tout noir et il ne sait pas ce qu'elle devient. Le suivi de la réparation, enfin je caricature volontairement, le suivi de la réparation, c'est quelque chose de nouveau qui va quelque part humaniser le process. C'est important. Alors, nouveau, c'est un point qui est important à nos yeux, c'est nouveau, oui, dans une forme d'automatisation. Ce mot est très important, automatisation, parce que par ailleurs, des carrossiers bien organisés avaient déjà mis en place des solutions, on va dire, classiques, de prévenir par SMS, par appel en amont leurs clients en disant votre véhicule est bien prêt, je m'étais engagé à vous rappeler jeudi à 17h, jeudi 17h, je vous appelle. Là où la transition, donc cette digitalisation doit être au service de la fluidification des flux, et qui dit être au service de la fluidification des flux veut dire aussi de l'efficience de chacun des acteurs. Et nous, on est très vigilants sur un point, c'est qu'il ne faut pas que cette qualité client amène de nouveau sur le millefeuille administratif une nouvelle charge de travail. Une nouvelle brique, oui. Une nouvelle brique pour le carrossier. Et on doit donc tous collectivement travailler à ce que cette amélioration de la qualité d'information transmise auprès de l'assuré, de l'automobiliste, soit faite de manière automatique, naturelle et native au niveau des systèmes et dispositifs informatiques, par exemple. Olivier Lachesse, pour Axial et Best Tripper. Bon, c'est un sujet très très vaste qu'on ne peut pas traiter en quelques secondes, mais on va parler du suivi de la réparation en particulier. La notion est issue des assureurs, hein, pour être très clair. Quand vous amenez vos chaussures chez un cordonnier, rapprochez bien le micro. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes de réparation de votre semelle. Vous faites confiance à votre cordonnier et vous récupérez vos chaussures. Le travail est fini et très bien fait, d'autant plus que le faiseur va vous expliquer ce qui a été fait. Maintenant, nous devons nous adapter à un marché, le marché principalement des assureurs, où on sait très bien que pour fidéliser ces assurés, les assureurs multiplient les exemples de communication, les outils de communication, de manière à exercer une proximité de tous les instants. Et on peut dire que tous les outils modernes de communication d'aujourd'hui ont nourri de nouveaux besoins, et les nouvelles générations sont très habituées à avoir ce contact permanent. Il n'y a qu'à regarder nos enfants qui sont en contact permanent, et quand ils n'ont pas reçu un message depuis 2 minutes, ça ne va plus. Eh bien, on est dans cette génération. Est-ce qu'on peut sous-entendre que pour vous, ce n'était pas indispensable? Je pense que tout n'est pas indispensable. Par contre, d'avertir son client que tout se passe bien, qu'il va récupérer son véhicule en temps et en heure, me semble indispensable. C'est l'importance, voilà. Stéphane Montagne, pour le réseau des carrossiers AD. Donc vous êtes tous deux, hein, avec Fabien Guimard, en face du plateau, mais vous pouvez peut-être nous ajouter l'avis précis de la personne qui connaît bien les carrossiers. Un carrossier, effectivement, c'est encore un artisan, même si c'est un chef d'entreprise.
On parle d'automatisation. Il a absolument besoin que ces outils ne soient pas intrusifs. Non, ils ne soient pas intrusifs. Et ce qu'on peut analyser aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de dispersion des outils chez un carrossier. Donc quand je dis dispersion, c'est qu'il y a un certain nombre d'applicatifs. C'est le fameux millefeuille dont parlait Fabien. Et ça, c'est le constat qu'on fait. C'est qu'il y a une forme de dispersion des outils, d'initiatives qui sont bonnes, pour certaines un peu moins bonnes. Et qu'aujourd'hui, et ça c'est notre vision, ça n'engage que nous, c'est que pour nous, un carrossier a un réceptacle d'information qui s'appelle un outil de gestion. Dans cet outil de gestion, ça a été souligné par Angelo, par Caroline. À qui on va revenir juste après. On intègre de l'information. Cette information, on a un besoin essentiel, puisque vous avez parlé de petites entreprises, d'automatiser des flux vers un certain nombre de tiers. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une dispersion des outils. Il n'y a pas une interconnexion entre ces outils, ce qui vient complexifier le rôle du carrossier dans l'automatisation des flux vers Pierre-Paul Jacques. Et ça, c'est une des caractéristiques de notre métier, c'est que le carrossier n'est pas à l'initiative des flux d'informations qu'il va transmettre vers les assurés. C'est l'assureur aujourd'hui. Enfin, ce sont les assureurs qui créent des outils exploitant l'automatisation pour informer. Oui. Complexe en termes de gestion au quotidien, et ça rend aussi complexe aussi en termes de productivité et d'un point de vue financier. Voilà qui rend crucial le rôle des éditeurs de logiciels de gestion, Angelo Maida. C'est ce que vous dites toujours, hein? À quoi sert le nombre de tuyaux si on n'est pas à l'interconnexion précise pour faciliter la vie des réparateurs? On voit bien à travers ce qu'on vient d'exposer, notamment en ce qui concerne les outils de suivi de réparation. Et n'hésitez pas à rapprocher le micro. Que le cœur du système, c'est le DMS. Hein, voilà. Est-ce que vous validez l'idée de l'éparpillement des outils aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que si on reparle du sujet, enfin, comment dirais-je, vous avez des besoins qui sont exprimés par des compagnies d'assurance, par des loueurs, par les gens qui maîtrisent les flottes de véhicules. Oui. Pour répondre à ces besoins, les réseaux de réparation ont besoin de se structurer d'une certaine manière et d'apporter de la qualité et du service à l'assuré. Mmh. La digitalisation, par exemple, sur le suivi de réparation, il répond à plusieurs prérogatives. Tout d'abord, informer l'assuré du suivi de sa réparation, mais il répond à une autre prérogative qui n'a pas encore été évoquée aujourd'hui, c'est s'assurer du respect des prérequis du cahier des charges pour la réparation, vu côté assureur. Donc, dans les systèmes de suivi de réparation, vous avez deux facettes. Vous avez le service apporté aux assurés et vous avez la mesure de la performance de vos prestataires. Finalement, ça permet de mesurer en temps réel la performance. Oui, parce que le temps passé. Parce que les flux de véhicules sont orientés là où les accords sont pris pour réparer les véhicules. Et si on prend des accords, eh bien forcément, on doit respecter des règles. C'est vrai, mais enfin, si on va trop loin dans la manière de surveiller, est-ce que ça ne devient pas contre-productif? Alors, je ne sais pas si on surveille. Je dis simplement. Écoutez, on a accès à tout. Hein, donc, je dis simplement que c'est moi qui le dis. Je dis simplement qu'il y a plusieurs sujets sur le suivi de la réparation. Alors, le suivi de la réparation, aujourd'hui, il doit être automatisé, comme l'a exprimé Fabien, c'est-à-dire que sans intervention du réparateur, eh bien, il faut que l'information elle soit publiée vers l'assuré, par des moyens techniques divers et variés, sur les téléphones, à travers des mails, à travers des SMS. Et il faut que ce soit transparent pour le réparateur, ça c'est extrêmement important. C'est ça. Il ne faut pas encore une fois, que le temps passé par le réparateur soit impacté parce que lui est improductif, avant tout. Le digital, c'est le temps réel, c'est la communication, c'est le service, c'est la qualité. Donc on ne peut pas défendre ces idées et en même temps mettre en œuvre des outils qui, en termes de productivité, pénalisent éventuellement le réparateur. Donc il faut que ces outils viennent s'intégrer dans la chaîne d'organisation, et notamment la chaîne d'organisation informatique des ateliers de réparation. Alors avant d'en venir aux outils purement B2B, je voudrais qu'on reste un petit peu, et on va passer le micro à Héloïse Le Goff, sur le parcours client de l'assuré. Dans d'autres domaines, comme par exemple l'habitation, je crois qu'il est très en avance, on utilise énormément la digitalisation, les assureurs utilisent énormément la digitalisation, et on implique l'assuré dans le processus. Ça arrive en automobile aussi.
Ça débute malgré Ça débute tout juste. Mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui en automobile, 10% des sinistres dits à faible enjeu, c'est-à-dire de faible montant, sont gérés sans le passage de l'expert. 10%, on s'accorde là-dessus? 10%, moi, c'est le chiffre que m'a donné la NEA, bon après à revalider, et en tout cas en dommages aux biens, donc habitat, dégâts des eaux, on est à déjà un sinistre sur deux d'un montant évalué inférieur à 5 000 € qui est traité sans expertise. Inférieur à 5 000 €, c'est quand même nettement au-dessus du sinistre automobile. Hein. Donc oui, c'est au-dessus. Ouais. Et donc par rapport à ça, effectivement, oui, le digital s'immisce complètement dans le métier de l'expertise. Disons que l'objectif, c'est de rendre pour les assureurs l'assuré de plus en plus acteur de son sinistre, en étant vraiment partie prenante. Il y a la start-up américaine, en fait, Lemonade, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Comment s'appelle-t-elle, pardon? Lemonade, comme limonade, Lemonade. en français. Je crois qu'ils ont une petite vidéo de présentation. J'encourage tout le monde à regarder parce que c'est assez bluffant. Ça part d'un smartphone, effectivement. On rentre chez soi, on découvre un dégât des eaux. On prévient son assureur, quand même, qui vous envoie un lien. Et ensuite, ah bon, il faut encore prévenir l'assureur? il faut quand même prévenir l'assureur. Par rapport à ce lien-là, il suffit de prendre en photo le dégât. Et après, à ce moment-là, on suit un process, tout s'opère. Et jusqu'au chiffrage, éventuellement, et jusqu'à l'indemnisation sur le compte en banque, quasiment en 24 heures. Donc ça, c'est un peu le fantasme de la gestion de sinistre aujourd'hui. Entre le fantasme et la réalité, on n'en est quand même pas encore là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup des grands groupes dont je vous parlais ont mis offrent en tout cas ce type de dispositif. Vous allez me dire pourquoi c'est la branche sur laquelle on est assis, parce que je pense que c'est aussi le sens de l'histoire, que sur les sinistres à faible enjeu, les experts savent qu'ils vont avoir de plus en plus de mal à défendre leur valeur ajoutée, qu'il y a une pression sur les coûts, qu'il y a une industrialisation et qu'il faut bien vivre avec. Et du coup, ils préfèrent à la limite créer les outils, au moins l'assureur, disons, passera quand même par l'expert. Ah oui, parce que dans ce secteur-là, dans l'habitation, l'expert est partie prenante aussi dans la création de ces outils? Exactement. Donc on a par exemple le Rexo, qui est la filiale dommages aux biens du groupe Prunet, qui propose depuis peu un outil qui s'appelle SafeCare Easy Sinistre, qui s'adresse aussi bien d'ailleurs aux gestionnaires de sinistres au sein des compagnies d'assurance que pour l'assuré final. On a DigiClaims du groupe Texa également. On a beaucoup de start-up aussi qui, pour le coup, concurrencent les groupes d'expertise. Je pense à WeProve, par exemple, qui est utilisé par BCA Expertise dans l'automobile. BCA Expertise, c'est quand même 1 million d'expertises par an. WeProve, qui est exposant sur Equipoto. Voilà, je ne le savais pas, je le découvre. Dans le Startup Park. Oui. J'ai entendu parler aussi d'une start-up qui s'appelle Luco, qui fait parler d'elle, qui propose un état des lieux automobile. À partir du moment où je souscris un contrat automobile, avec mon smartphone, je fais en fait un état des lieux vis-à-vis, après avec un protocole évidemment prédéterminé, et ça permet donc finalement à l'assureur de suivre l'état du véhicule assuré tout au long de sa vie, et éventuellement détecter des fraudes, parce qu'il faut quand même pas oublier que le rôle de l'expert est également celui-ci. C'est quand même un rôle clé d'identification du sinistre jusqu'au chiffrage. Alors dans l'automobile, on a effectivement OdaWatch de Sidexa, qui est traduit par le self-care mis en œuvre pour Covea, par exemple, ou Pixauto chez Gann. Ça commence aussi, effectivement. Je voudrais vous demander de réagir, Olivier Lachaise, par exemple, à ce qui vient d'être dit. La digitalisation, elle doit être vécue ou bien on sort du système? Est-ce que c'est ça, le sens de l'histoire? Ah non, il faut accompagner l'histoire, il faut s'adapter, et il y a un marché qui est ce qu'il est, et il faut vivre avec. Maintenant, je suis un peu... j'ai quitté une célèbre mutuelle il y a 4 ans maintenant. Allez, on va la citer, c'est Maïf, c'est moi qui m'en charge. Et il y avait déjà ces services. Très bonne mutuelle, en passant. Excellente mutuelle. Très bon niveau de remboursement. Pas trop de sinistres, il ne faut pas en avoir trop. Que j'adore, toujours. Et non, mais c'était déjà en place. Alors, juste une petite remarque, sans donner de véritables chiffres aux ces personnes, mais la rémunération de l'expert dans le dommage aux biens est tout autre que dans la réparation automobile. Donc il est normal que la digitalisation ait fait son apparition dans ce secteur d'activité plutôt que dans l'automobile. Quand vous dites tout autre, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est 90 €, je crois, hors taxe. Donc le passage d'un expert en automobile, c'est 90 € hors taxe sur le terrain et 60 € dès lors que c'est une expertise à distance. Je crois pas me tromper. À peu près ça. Et pour le dommage aux biens, on est plutôt dans des valeurs de 275 € hors taxe.
C'est ce que vous vouliez dire? Alors moi, ça fait 4 ans que je ne suis plus à proximité, mais on est dans ce rapport multiplicateur. D'accord. Bon. Et alors, que pensez-vous de ces outils mis en œuvre qui incluent l'assuré dans le parcours client avec la prise de photos? Moi, je pense que, encore une fois, et je me répète, par rapport à l'évolution de communication que nous connaissons aujourd'hui, ça va dans le sens de la marche. Il n'y a pas de souci. Évidemment, les experts doivent être quand même très effrayés par ce système-là, parce qu'il va y avoir des étapes intermédiaires qui vont se passer de leur service, tout simplement. On les fera venir une autre fois sur Equipoto, effectivement, pour en parler. C'est un peu compliqué. Et puis, si je peux rajouter juste encore une petite couche technique, on voit ce qui se passe dans le dégrêlage. Les outils... Dans le dégrêlage. Dans le dégrêlage, oui. On voit les outils techniques qui sont développés aujourd'hui et l'analyse de l'image. C'est-à-dire qu'à partir d'une photo, on va être capable de traiter une déformation. Je vous laisse deviner ce que peut être la suite rapide de ces évolutions techniques. L'expert n'est pas obligatoire. On ne fait pas appel à l'expert obligatoirement dans tous les types de signes. Je sais très bien que vous n'êtes pas expert. Je ne suis que faiseur. Voilà, vous n'êtes que faiseur, effectivement. Mais c'est quelque chose d'important à rappeler. Les sinistres à faible enjeu, effectivement, on a ici des exemples donc avec Self-Care mis en œuvre pour Covea, Pixauto chez Gann. Je sais que ça a beaucoup fait réagir, mais en attendant, il faut s'y adapter. Caroline Brun, vos outils, quel rôle jouent-ils dans ce parcours digital aujourd'hui? Alors, on a effectivement la partie chiffrage, comme je vous l'ai dit, mais également toutes les solutions liées au web service, puisque nous avons des bases de données automobiles. Et quand on parlait justement de digitalisation, c'est vrai que les assureurs ont une vision 360, tournée client. On réfléchit beaucoup avec des assisteurs qui sont, je dirais, en amont de la chaîne sinistre, avec des réflexions sur des services au travers d'applications digitales qui vont donner de l'information ou des services supplémentaires liés directement à l'assuré. Je pense par exemple aux informations liées au plan de maintenance. Donc au-delà, je dirais, d'outils de chiffrage, qui est un outil effectivement d'aide à la décision, de discussion avec l'expert, ce sont également des solutions qu'on va évoluer, qui vont être complètement intégrées aux solutions d'acteurs en B2B2C, ou également d'assisteurs qui vont intégrer, ou d'assureurs intégrer des informations supplémentaires qui vont apporter de nouveaux services à l'assuré pour être, je dirais, en permanence en relation avec l'assuré. Je dirais que l'assureur ne veut plus être simplement présent au moment du sinistre, mais veut faire partie du quotidien au travers d'applications à l'égard de l'assuré. Donc c'est sur cette démarche aussi qu'on va, notamment au travers de notre base de données, qui est une base de données européenne, avec toutes les informations techniques liées aux données constructeurs. On ne peut pas parler de digital, effectivement, sans parler d'ouverture des systèmes. On passe la parole à Angelo Maida. Le groupe Lacour a déployé lui aussi un outil qui s'appelle DigiCar. Expliquez-nous. Oui, alors c'est un système de suivi de réparation en temps réel. Voilà. Donc comme son nom l'indique. Donc là, on va bien jusqu'au client, les B2B2C. Qui est connecté directement au système d'information, donc au DMS des ateliers de réparation. C'est un système ouvert puisqu'il se connecte à tous les DMS, puisqu'on a décidé, nous, côté groupe Lacour, de déployer des interfaces pour que chacun puisse s'y connecter. Et c'est un système qui prévoit de pouvoir paramétrer les règles des uns et des autres, notamment les donneurs d'ordre, compagnies d'assurance, loueurs, tous les gens qui maîtrisent les flottes de véhicules, de façon à répondre à ce que chaque atelier de réparation, chaque réseau puisse répondre au cahier des charges. Là c'est vraiment le cœur du sujet, c'est important. Soit on crée des outils, alors on parle des assureurs, on parle des créateurs d'outils techniques en dessous, qui vont créer un millefeuille finalement au sein des ateliers de réparation, soit le DMS reste le cœur effectivement battant et ce sont les outils qui doivent s'y adapter. Ça, c'est la grosse différence de philosophie. Ce que vous défendez, c'est qu'il ne faut pas des systèmes propriétaires qui descendent des assureurs, il faut un système qui centralise. Alors, j'espère que j'ai assez bien traduit votre Je vais corriger un tout petit peu. Allez-y, corrigez-moi. Il faut pas mettre en œuvre des systèmes propriétaires sur le digital. Alors, quelle que soit la source dont ils descendent, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est important que si à un moment un acteur du marché souhaite pouvoir disposer d'une information en temps réel pour ses conducteurs, pour son réseau, pour son client, pour un client grand compte, il doit pouvoir le faire. Et cet outil doit pouvoir être connecté au système d'information de son réseau. Ça, c'est légitime. Ça, c'est extrêmement important.
Je voulais faire une petite remarque sur la partie, parce qu'on a parlé tout à l'heure de sinistres à faible enjeu. Alors, j'ai pas bien compris où se situait le faible enjeu, en fait, parce que si le sinistre à faible enjeu, si on peut tout automatiser sur les sinistres à faible enjeu, les sinistres à faible enjeu, c'est en principe le plus gros volume. Donc, quand le volume augmente, donc il faut être très vigilant sur tous les automatismes qui sont mis en place, même sur les petits sinistres, hein, parce que ce sont ceux qu'on retrouve le plus souvent dans la configuration des ateliers de réparation. Il n'y avait aucune prise de position dans les propos d'Héloïse Le Goff. Hein. Bien sûr, c'était simplement une remarque hein, sur la partie faible enjeu. Bien sûr. Et faible enjeu mais gros volume, donc voilà. Gros enjeu finalement. C'est ça. Donc on étudie beaucoup ces questions avec nos différents partenaires, parce qu'il est très difficile de pouvoir positionner le curseur justement sur les petits sinistres en fait. Voilà. Où est-il ce curseur aujourd'hui d'ailleurs? Enfin, il faudrait le demander aux assureurs d'ailleurs. Voilà. Bon. Je crois que ce serait la meilleure chose à faire. D'accord, important. Héloïse souhaite réagir. Non, je pense juste qu'ils n'ont pas tous la même stratégie d'ailleurs et qu'il ne faut pas faire de raccourcis hâtifs en s'imaginant que... Voilà, mon propos n'est pas de dire que sur tous les sinistres à faible enjeu, on va tout automatiser parce que certains sinistres à faible enjeu justement peuvent être très complexes. Enfin, je veux dire, il y a une pluralité de sinistres et de process opérés par les assureurs qui varient vraiment d'une compagnie à une autre et donc c'est beaucoup plus complexe que cela. Voilà. C'est beaucoup plus complexe, effectivement. Un point sur le chiffrage autonome. Enfin, le chiffrage autonome, c'est un exemple, c'est une marque presque déposée. Chiffrage autonome du réparateur, c'est ce qu'a mis en œuvre Sidexa pour Covea. Donc, je dirais le traitement automatisé du sinistre, pour être très clair. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Stéphane Montagne, est-ce que vous le savez, ça? Le nombre, sur 100 sinistres, combien sont traités de manière automatique, à peu près? Il n'y a pas d'informations qui sont véhiculées. Il n'y a pas d'infos précises? On n'est pas sur les 15%, quelque chose comme ça, à peu près? Après, c'est toujours un petit peu intuitif, mais c'est entre 15 et 20%. Entre 15 et 20%, oui. Mais là-dessus, il n'y a pas d'études qui ont été réalisées. Donc, il semblerait que tout ça stagne quand même au bout d'un certain moment, finalement. Donc, les faibles enjeux trouvent leur part de marché par rapport aux enjeux qui nécessitent le passage d'un expert? Il semblerait. Il semblerait. Il semblerait. Après, on n'a pas d'informations précises. Ça a été mis sous l'initiative d'un assureur. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations concernant ce processus. Aujourd'hui, il s'élargit sur certains groupes d'assurance. Ça, c'est qu'on peut constater. Hein, on parle du CAR. Après, il y a d'autres compagnies qui sont en train de le mettre en place au niveau de leur réseau de réparateurs agréés. Ça, c'est la tendance. Mais c'est pas une tendance qui généralise à ce jour. C'est pas pour faire une bataille de chiffres. Est-ce que les carrossiers y trouvent un avantage et lequel? On reste avec vous, Stéphane Montagne. Tout à l'heure, on parlait d'efficience, de productivité. Les remontées d'informations qui nous sont données, c'est qu'on réduit les délais d'immobilisation du véhicule. Donc, on améliore la prestation de service délivrée à l'assuré. Donc, ça, c'est les remontées d'informations. Et donc, par conséquent, on apporte un meilleur service. C'est les remontées d'informations qui en sont faites. D'accord. Même avis du côté d'Olivier Lachaise pour Axial et Best Repair. On accompagne une mutation. Ici, c'est l'automatisation finalement du process de chiffrage. On va plus vite, le carrossier y trouve son compte? Je ne sais pas si le carrossier y trouve son compte. En tous les cas, il y a toujours un contradictoire. Hein. Et il est sûr qu'on a une réponse automatique de la proposition de la valorisation de la réparation qui est proposée. Ça marche aujourd'hui, ça. Et ça marche très bien. Donc, ça accompagne le mouvement, il n'y a pas de souci. On ne peut pas parler d'avantage, mais il est clair qu'en gain de temps, on a une réponse immédiate à un chiffrage, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas avec certains cabinets d'experts. Est-ce qu'on a une idée, pour remonter un petit peu sur la digitalisation initiée, impulsée par les assureurs? Il y a un élément premier qui est le e-constat. Héloïse Le Goff, est-ce qu'on a des informations sur le succès ou l'insuccès du e-constat? La Fédération française de l'assurance en sont très fiers. En l'occurrence, ils ont raison, mais c'est quand même plus de 400 000 téléchargements, donc c'est très peu. Hein. Ah, c'est très peu. C'est très peu, hein, plus de 400 000 téléchargements de l'application, environ 20 000 e-constats réalisés à date. Alors, on m'a répondu que c'était un problème générationnel et que ça allait évidemment monter en puissance. Ah ben alors dans 30 ans, ça ira mieux. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Ah oui, alors attention. Donc ça, c'est important. Le e-constat, c'est... c'est un flop. Je dirais, c'est un succès de place pour le secteur de l'assurance, puisqu'effectivement, il y a eu un consensus et voilà. C'est vraiment un sujet de place. C'est un outil de place. C'est un outil de place, comme on dit. En revanche, au niveau de...
Au niveau de la mise en œuvre, au niveau de la on n'y est mise en pas œuvre et encore. de l'utilisation, on n'y est pas encore. Alors ça nous amène à conclure tranquillement notre débat sur le thème jusqu'où aller dans la digitalisation finalement, parce qu'on crée des outils, le suivi des réparations, c'est un petit peu ce que vous disiez, messieurs Guimard et Lachaise au début, hein. D'une part, attention à la productivité, à ne pas l'impacter, et d'autre part, jusqu'où aller dans l'utilité véritable des outils digitaux. Fabien Guimard, chez Autodistribution, vous en savez quelque chose, vous êtes hyper connecté avec vos réseaux de distributeurs et de réparateurs. Ça, c'est utile. Il faut que la digitalisation, alors il y a une chose qui est importante, je pense qu'on a dû l'évoquer, hein, c'est que tout ceci doit servir à améliorer le parcours client. Systématiquement. Donc ça, c'est le fer de lance, c'est que qu'on veuille réserver, payer une prestation, prendre un rendez-vous par Internet, il faut que ce soit simple. Il faut que ça serve, et dans une logique responsable et raisonnable, l'ensemble des parties prenantes qui mettent en place ce type d'outils. Et c'est surtout ce point sur lequel on est très vigilant, pour ça qu'on a parlé d'automatisation de beaucoup de choses tout à l'heure, de flux, et que tous ces outils qui soient mis en place soient bien dans une logique vertueuse, dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, l'intérêt pour l'assuré, l'intérêt pour le réparateur, qui est quand même le maître d'ouvrage incontournable dans la réparation du véhicule, bien sûr, pour l'assureur également, et puis pour l'expert qui a son rôle à jouer, hein, en tant qu'expert, parce qu'un expert, normalement, il doit également valider les process ou les méthodologies mises en œuvre dans les règles de l'art. À toute la digitalisation qui vient d'en haut, vous répondez, pour nous, ça part avant tout d'en bas. Ça part du client final, on raisonne dans son intérêt, et puis on fait remonter en construisant les outils effectivement dans le bon ordre. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, et puis il ne faudra pas perdre de vue qu'il faut à un moment donné, on le voit maintenant dans la digitalisation, même si maintenant après derrière il peut y avoir des robots, mais même si on met un parcours client digital où je peux prendre rendez-vous, je peux tout faire, à un moment donné il y a des fenêtres pop-up qui ouvre, si vous mettez un peu de temps à répondre en disant si vous avez une question, on est là. Pour redonner du sens à l'humain, pour redonner l'impression qu'on n'est pas tout seul et qu'on rentre dans un système où on ne sait pas trop où ça va, ce que ça fait, etc. On a l'impression de parler à quelqu'un et donc de revenir sur une dimension humaine. Et je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez très bien dit Emmanuel, ce sont aussi les carrossiers, des commerçants de proximité. Ils ont un rôle de conseil, d'expertise et de relations commerciales à entretenir avec les automobilistes qui sont les clients des assureurs. Caroline Brun, est-ce qu'on peut imaginer, puisque vous expliquez l'ambition de descendre dans l'information jusqu'au client final, jusqu'à l'assuré, qui est aussi un consommateur, pour le OR Assurance, d'avoir la capacité de chiffrer soi-même des petites réparations en utilisant par exemple vos outils? Ça peut exister un jour, ça? On est en train de réfléchir sur cette approche plutôt sur la partie auto-assurance, puisqu'effectivement, notamment sur les flottes qui sont en auto-assurance, qui veulent avoir la maîtrise complète de le court sinistre. On réfléchit avec notamment des startups sur une idée effectivement de chiffrage très simple et de devis. Au-delà de tout ça, bien évidemment, comme on l'avait dit sur l'étude, le rôle du réparateur est primordial, mais la solution de chiffrage doit être un outil d'aide à la décision aussi pour ces acteurs, pour qu'ils puissent connaître l'information et prendre la bonne décision. Je voulais juste revenir sur un point qui est important. Effectivement, il y a deux choses. Comme le disait Fabien, la digitalisation ne va pas remplacer l'humain, parce qu'on voit dans l'étude que le contact humain est primordial. C'est un outil pour le réparateur. Et je rebondirai aussi sur ta remarque concernant les différents profils d'utilisateurs. Il faut que l'outil digital, la solution technologique, soit adaptée au profil de l'assuré. On a fait l'étude par catégorie socio-professionnelle. L'information qui doit être poussée, elle doit peut-être pas pousser de la même manière pour un assuré comme toi ou moi, par exemple, et un jeune conducteur qui veut avoir de l'information en permanence. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un point compliqué. effectivement important. Ça peut être compliqué. Mais les solutions digitales peuvent le faire au travers justement de plateformes qui donnent la possibilité aux assureurs de pousser l'information quand ils le souhaitent, à l'assuré et à son profil. Angelo Maïda, pour le groupe Lacour, quelles sont les prochaines étapes dans le parcours de digitalisation? Oui, alors je vais simplement dans le prolongement de ce que vient d'exposer Caroline. Dans les outils qui sont mis actuellement en production sur le suivi de réparation, la première question, c'est de savoir si l'assuré veut bénéficier du service. Donc, on ne peut pas imposer à l'assuré un cheminement qui ne serait pas... Parce que sinon, on irait bien sûr à l'inverse de la satisfaction, c'est-à-dire le but recherché initialement. N'oublions pas que la CNIL vient de publier le fameux pacte de conformité sur les données clients et l'acceptation. Héloïse nous en dira juste un mot en conclusion après. Voilà, donc le digital, écoutez, simplement, aujourd'hui,
on doit accompagner avec les outils informatiques les besoins métiers. Je reprends ce qu'a dit Fabien. Effectivement, il faut également que l'outil doit servir à tous et pas simplement à une partie prenante. Donc ça, alors il y a l'assuré, il y a le réparateur, il y a l'expert, il y a l'assureur, il y a le loueur. Donc c'est important que l'outil soit réfléchi, que les outils soient systématiquement réfléchis dans cette perspective pour qu'ils apportent du confort à l'ensemble des acteurs de la chaîne de réparation. Et on fait confiance à votre professionnalisme en la matière. Pardon, Sébastien, oh là là, je vais y arriver, Stéphane Montagne. Bonjour. Les carrossiers, il faut reprendre les choses au départ. Leurs clients, de quoi ont-ils besoin? Parce que les assureurs ont toujours dit il faut offrir des roses aux clients, il faut pousser tout un tas d'informations, de choses, de cadeaux, etc. Mais non, le client, il a besoin d'être reconnu par un commerçant de proximité. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, dans tout le parcours client qui a été cité à maintes reprises, il y a, et je l'évoquais tout à l'heure, il y a une dispersion de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait du e-constat, c'est 10%, mais néanmoins, on s'aperçoit qu'il manque un certain nombre d'informations dans le parcours client. C'est-à-dire la mise à disposition d'informations dans le cadre de ce parcours client qui est proposé par l'assurance à travers différents types d'applicatifs. On voit qu'on est aux prémices encore du rendez-vous en ligne, un certain nombre d'informations. Donc, quand j'évoquais tout à l'heure les prémices de la digitalisation, on trouve que le parcours client, et moi, ce qui nous intéresse, c'est l'automobiliste, c'est l'assuré, reste relativement incomplet aujourd'hui, oui, en termes de mise à disposition de l'information. Et cette information est dispersée. On citait le e-constat, je l'ai d'un côté, j'ai le suivi des réparations de l'autre. Donc, de manière synthétique, oui, faites un rêve, qu'est-ce qui manque et comment l'organiser? Je démarre du e-constat, on me met à disposition un certain nombre d'informations relatives à mon sinistre, j'ai la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne pour une expertise, c'est un exemple. Et prendre un rendez-vous en ligne pour le rendez-vous physique? Pour le rendez-vous physique. Déposer la voiture? Alors, là, je caricature, mais je schématise et je vulgarise. Ensuite, il y a le suivi des réparations, la mise à disposition de ma facture. Et aujourd'hui, ce parcours client, il reste incomplet, il reste à construire. Il reste à construire. Héloïse Le Goff, à condition que le client le veuille bien. Ça, c'est le pacte de conformité. Oui. Enfin, notamment. Par exemple, je sais que les experts ont parlé de... une petite chose toute bête, mais effectivement, dans le cas notamment, si on revient sur le self-care, l'utilisation du smartphone, c'est bien, mais ça sous-tend que l'assuré soit d'accord pour être géolocalisé, par exemple. Exact. Ça paraît un détail, mais il y en a beaucoup qui disent non, mais moi je ne veux pas être géolocalisé, donc forcément l'expert est donc obligé d'intervenir sur place, puisqu'on ne peut pas faire d'expertise à distance via le smartphone. Je ne parle pas des personnes plus âgées, je pense ne serait-ce qu'à mes parents. Absolument, ça, c'est si on leur demande s'ils ont un smartphone, ils vont répondre oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent s'en servir. Je veux dire. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Après, ce que m'inspiraient les échanges, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup on est sur une table ronde digitale, on parle beaucoup d'Amazon-like, de nouveaux standards, et je pense qu'effectivement, les assureurs souffrent beaucoup de manque de lien avec leurs assurés. Il y a un lien qui s'effectue au moment de la souscription et au moment effectivement de la gestion de sinistre. On a un sinistre tous les 4 ans, tous les 7 ans. Et c'est quand même toujours un moment un peu anxiogène. Donc attention, le tout digital ne verra pas le jour après-demain. Oui. Sur la difficulté de conserver son assuré quand on est assureur, avec les dispositions qui permettent de quitter rapidement son Évidemment, assurance. donc tout ça, effectivement, est beaucoup chahuté. Et les experts, finalement, et toute la chaîne, d'ailleurs, vous aussi, j'imagine, subissent la pression que subissent, de toute façon, en amont, les assureurs, de la part des assurés, qui, depuis la loi Hamon, brandissent tout de suite la menace de toute façon, si ça ne se passe pas bien, moi, je m'en vais. Donc forcément, il y a un focus sur la relation client qui est extrêmement fort depuis 2 ans, et d'où le besoin et l'avalanche de services qui sont mis en place, et le souhait des assureurs dans l'automobile, par exemple, d'accompagner le client jusqu'au rachat d'une voiture identique à celle qui a été détériorée. Ah oui. Alors, en perspective, on voit beaucoup de choses. En perspective, mais c'est toujours très compliqué de mettre en œuvre. Hein. Chacun son métier, malgré tout. Merci Héloïse, merci Caroline Brun, merci messieurs. Ce sera donc le mot de la fin de cette transformation digitale finalement, parce qu'il s'agit bien de cela. Tous les métiers subissent ou accompagnent finalement positivement leur transformation digitale. Ce fut un plateau
passionnant. Et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour le dernier débrief sur ce plateau TV. Excellente fin de journée, profitez-en pour les derniers bons de commande sur Equipe Auto.